Nantel qui va nous parler d'un gros sujet aussi à suivre. Nous autres, on suit ça ici. C'est le problème des banques. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Bonjour, monsieur Nantel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je lui ai demandé à Carl. Qu'est-ce qu'on fait quand un bon matin, notre banque est fermée? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien effectivement, comment vous payez Hydro-Québec, Vidéotron? On leur dit on ne paye plus. On leur dit on ne paye plus. C'est ça, mais le problème, c'est que ça bloque tout, notamment pour les entreprises. Puis là, ben, ils mettent à pied. C'est très grave. C'est pour ça qu'ils parlent, j'en ai parlé la semaine passée, là, les banques systémiques sont protégées par la loi, par une loi qui a été passée qui va leur permettre de voler les dépôts parce qu'il est absolument important que les banques d'importance systémique, c'est-à-dire les plus grosses, soient protégées de façon à ce que le système puisse continuer. Là, ce qui se passe avec les banques, c'est que là, c'est vraiment parti, là, ça a l'air de, ça se multiplie. Et les gouvernements américains, mais là, M. Nantel, il y a des gens qui ne croient pas ça, que les banques peuvent saisir les dépôts. Mais je veux dire, si on prend le cas de Crédit Suisse, là, il y a 17 milliards de bons, c'est-à-dire que les gens avaient placé, il y en a pour 17 milliards d'argent qui, du jour au lendemain, sont devenus zéro, annulés par la Banque centrale. C'est tellement vrai que les dépôts peuvent être saisis que vous avez la loi, j'en ai parlé, c'est une loi qui a été passée dans tous les pays occidentaux, puis ailleurs, c'est que ça permet aux banques, d'abord, il y a le système d'assurance qui assure 250 000 de dépôt au Canada. Aux États-Unis. Au Canada, c'est 100 000 Okay. Et ça veut dire qu'au-dessus de 250 000 aux États-Unis, au-dessus de 100 000 c'est pas protégé. Donc, où passe l'argent? L'argent, il passe dans les faillites. Alors, en partant, le système d'assurance des dépôts prouve que les dépôts ne sont pas protégés au-delà d'une certaine limite. Deuxièmement, c'est que la loi est vraiment passée. Je vous ai donné la semaine passée le texte là, qui va permettre aux banques d'importance systémique de transformer certains passifs en biens propres réglementaires. Biens propres réglementaires, c'est de l'argent qui appartient à la banque. C'est les passifs d'une banque, un des plus importants, c'est les dépôts. Ils transforment des dépôts, votre argent, ils le transforment en argent qui leur appartient à eux. Bon, ça c'est réel, c'est pas une blague, c'est solide. Allez vérifier sur Internet, il y a un paquet de trucs qui en parlent de ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais corriger certaines choses qui sont dites la semaine passée. Pas corriger, mais informer les gens. Il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut acheter de l'or à Montréal. C'est assez facile. Ah oui. Vous allez sur Internet, vous dites, vous pouvez l'écrire en anglais si vous voulez ou en français, acheter de l'or à Montréal. Puis il y a un truc qui s'appelle Canada Gold. Les autres, ils vendent de l'or. Vous avez le Royal Canadian Mint, c'est-à-dire ça c'est fédéral. Eux, ils vont vous envoyer, ils vont même livrer l'or que vous allez avoir commandé. Vous avez également une autre entreprise qui, elle, vend aux particuliers directement au comptoir. Ça s'appelle Kitco. Alors, ça existe, ça se fait facile. Je ne vais pas chercher. Ça s'écrit comment? K-I-T-C-O. Okay. Ils vendent aux particuliers au comptoir. Vous payez, évidemment, ils se prennent une bonne cote. Là. Je ne me souviens plus combien, je pense que c'est 4-5 évidemment. C'est très cher. En tout cas, c'est comme vous voulez, là, mais l'or a beaucoup monté. En passant, je vais dire une fausseté la semaine passée. L'or n'était pas à 2000 $ canadiens, c'était à 2000 $. Il est aujourd'hui à 2000 $ US, l'once Troy. Une once Troy, ça pèse 31,1 grammes. Alors, c'est 2000, ça veut dire au Canada, une once Troy, ça se vend à peu près 2800 $ canadiens. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et il est important, si les gens décident d'acheter de l'or, d'acheter du des 4,9, 0,9999. Parce que ça, c'est la pureté de ce que vous achetez. Bon. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que j'ai dit que je ferais la vérification. L'or a beaucoup monté les derniers temps avec les faillites de banques, là, la Silicon Valley Bank, puis la Signature Bank, puis la First Republic Bank qui est en train de... le Crédit Suisse, comme vous avez parlé tantôt, là, qui a fait faillite, qui a été acheté, disons. Il a été acheté par... une faillite camouflée. On a camouflé. C'est ça. Puis le gouvernement, c'est très, très impliqué. Là, il se passe quelque chose avec les banques qui est grave, c'est qu'on parlait tantôt de la compagnie d'assurance des dépôts.
de la Société d'assurance dépôt. Là, Janet Yellen, enfin tout le monde aux États-Unis, ont dit qu'il allait couvrir pour Silicon Valley Bank, qu'il ne s'arrêterait pas à 250 000 de remise, c'est-à-dire qu'il irait à 100%. Eh bien, il faut savoir que des compagnies, c'est une banque qui avait des gros montants. Il y a des dépositaires qui avaient 300 millions de dollars à la Silicon Valley Bank. C'est-à-dire qu'ils vont voler littéralement la population. C'est la population qui va payer. Alors, si vous remettez 300 millions, tu dis 300 000, 300 millions. 300 millions. Il y en a qui ont 50 millions, 17 millions. Ça, c'est les riches là, à coquiner avec le gouvernement. Là. Mais M. Nantel, comment se fait-il? 250 000, puis évidemment, c'est la population qui va payer. L'argent, il ne tombe pas du ciel, puis il ne tombe pas des arbres. Alors, bon, ce qui se passe au niveau des dirigeants américains, puis le Canada est pris là-dedans, là, on dit quand les États-Unis ont le rhume, le Canada tous. Bon, alors, ça suit. Puis là, ils se coordonnent mal. Quand vous dites un truc pareil, on va remettre tous les dépôts de tous les déposants. La raison pour laquelle ils disent ça, c'est pour rassurer les gens. Ils disent, faites laisser votre argent dans toutes les petites banques, dans les grosses banques. Vous êtes complètement... C'est impossible. Parce qu'il y a d'autres banquiers aux États-Unis qui ont dit, hey, si vous faites ça pour une banque, pour la Silicon Valley Bank, sans dire que c'est des gros dépôts, ça c'est pour voler, c'est encore un truc de voleur. Il dit, vous allez être obligé de le faire partout pour toutes les banques. Puis là, c'est une affaire comme, c'est plus que 2 trillions de dollars. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, 1 trillion de dollars. Je vais vous donner un chiffre qui est vraiment fantastique. Si vous gagnez 1 dollar par seconde, OK? Ça fait 3 600 dollars par heure. Combien de temps vous pensez ça va vous prendre pour payer 1 trillion de dollars? On va faire ça très court, c'est 32 000 ans, 32 milliers d'années. Pas sérieux, pas sérieux. À 3 600 dollars à l'heure, ça prend 32 000 années à payer 1 trillion de dollars. Alors, pour vous donner une idée, le déficit américain est de 31,4 trillions de dollars. Excusez-moi, la dette fédérale, juste fédérale américaine. C'est des chiffres qui sont impossibles à payer. Il y a une autre affaire qui se produit, c'est qu'actuellement, c'est des chiffres, là. Il y a un chiffre qui commence à apparaître dans les médias un peu partout, c'est le chiffre quadrillion. Un quadrillion, c'est 1000 trillions. Ou si vous voulez, c'est 1 million de milliards de dollars. Alors, à 3 600 dollars par année, par jour, par heure, pardon, ça vous prendrait 32 millions d'années pour payer un quadrillion. Or, voilà, c'est des chiffres. Vous avez la Banque du Japon, excusez-moi, le Japon doit plus qu'un quadrillion de yens. Le yen, c'est la monnaie du Japon. Bon, 1 quadrillion de yens qu'ils doivent. Ils ne paieront jamais ça. Vous avez présentement sur la planète plus d'1 quadrillion de ce qu'on appelle des produits dérivés. C'est des espèces d'assurance, mais ça joue un rôle extrêmement important dans le système financier. Alors, ce sont des chiffres qui sont tellement aberrants que c'est impossible qu'on va pouvoir payer ça. Alors, comment mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la mauvaise gestion d'avoir une compagnie qui laisse 300 millions dans un compte de banque en sachant que c'est des dépôts sont non garantis. Puis là, après ça, c'est les payeurs de taxes qui viennent compenser leur mauvaise gestion. C'est pas croyable. C'est d'autant plus grave que quelques jours avant, il y a une agence de cotation qui avait dit que la Silicon Valley Bank, c'était une des bonnes banques aux États-Unis. En 2007-2008, quand il y a eu la crise des subprimes, les produits, les subprimes qui étaient vendus, c'était une espèce de paquet d'actions, ce qui était surtout dans l'immobilier. Puis ils avaient de la cote maximale de qualité. C'est tombé à rien, ça a fait une crise mondiale. En 2008, la veille de la crise, les journaux et les magazines financiers nous disaient que c'était le bon temps d'investir la veille du crash. C'est clair. C'est ça, mais en passant, personne n'a été puni. Quand vous donnez la meilleure cote à des mauvais produits financiers, puis que vous vendez ça aux quatre coins du monde, les gens achètent ça. Ben oui, les Américains, les agences de cotation ont donné la meilleure cote possible, il n'y a aucun problème. Puis là, bang, vous recevez un coup de genou d'un dent.
vous avez tout perdu. Alors, actuellement, le chiffre que j'ai donné tantôt, là, que la dette américaine était de 31,4 trillions de dollars, ça, c'est juste la dette du gouvernement fédéral. Eh bien, pour vous donner une idée que ça ne s'améliorera pas, ça va aller en empirant, c'est que aux États-Unis, le gouvernement fédéral a 4,8 trillions de dollars de revenus chaque année. Ils en dépensent 6,3. Là, on parle de 2022. Là. Alors, vous voyez là, qu'il y a quasiment 1,5 trillion de dollars de déficit qui creuse chaque année. Puis ça a tendance à augmenter. C'est plus que le déficit du Québec. Ah ben oui, un petit peu plus. Un petit peu plus. Alors, écoutez, c'est des choses. Un autre chiffre qui est important sur ce qui se passe dans le monde actuel, dans le monde de la finance, c'est que quand la crise des subprimes a explosé en 2007-2008, ils avaient fait remonter les taux. Les taux avaient été mis après la crise des dot-com en 2001. Ils ont ramené les taux au plancher, 1%, ou avec l'inflation, c'était négatif. Alors, en 2007, comme il avait commencé à avoir de l'inflation, ils ont fait remonter les taux à 5,25%. Ça a déclenché la crise des subprimes, puis immédiatement, ils ont rebaissé les taux à 1 ou 0 pour arrêter la crise. Puis ils ont donné des fortunes aux banques. Au Canada, je le répète, je l'ai dit l'autre jour, 114 milliards de dollars ont été donnés aux 5 grandes banques canadiennes. Et 0 $ aux caisses Desjardins. Les caisses Desjardins, ben, pas besoin de ça. En passant, les caisses Desjardins, ça vous appartient. Vous avez des parts sociales là-dedans. Et les banques, ce sont des banques privées. Les profits qu'il y a dans les caisses populaires, ça retourne en ristourne ou ça va dans le fonds de réserve. Mais dans les banques, c'est redonné aux investisseurs privés. Les caisses populaires avaient été lancées au Québec. Ça avait été lancé à cause de notre réseau religieux, là, les prêtres, puis les églises, puis les salles paroissiales. Alors, ça avait été lancé dans des salles paroissiales, puis c'était un credit union qu'ils disent en anglais, c'est-à-dire que vous déposez votre argent, puis ils font vraiment ce qu'une banque est censée faire, c'est-à-dire repasser. Ils passent l'argent à 5% à quelqu'un, puis ils vous en donnent 3%, puis la caisse prenait 2% pour faire fonctionner. Ça a été créé contre les banques, parce que les banques volaient la population en affaire terrible. En tout cas, c'est historique au Québec, on s'est fait voler à tour de bras. Alors, les caisses populaires ont pour destin de remplacer les banques. C'était ça. Et je crois, je ne suis pas sûr maintenant, mais c'était vrai il y a 7-8 ans, là, quand je vérifiais, les caisses populaires étaient la plus grosse coopérative de crédit au monde. C'était gigantesque. C'était des milliards et des milliards. Bon. Et il y a eu une attaque, ils ont essayé de transformer les caisses en banque. Ça a été, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pas aussi simple que ça, là. Ils ont abandonné l'idée parce que la population était contre. Finalement, il aurait fait des passe-passe, là, mais il y aurait une organisation qui s'appelle Desjardins Corp qui est à la Bourse de Toronto. Il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé, là. Il est possible que ça soit moins clair que ce qu'on pense. Mais la population était contre. Et ce qui est arrivé, c'est que les caisses populaires, quand ça a été créé dans des quartiers, dans des villages, dans des petites villes. Alors, c'était protégé par la population, c'était le curé qui tenait ça. Puis là, ben, ça fonctionnait comme ça au Québec, puis ils ont pris tout le Québec francophone. Puis ensuite, ça s'est installé à Montréal. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, hey, t'as vu le succès qu'on a fait? On va aller en Ontario, puis on va aller dans le reste du Canada, puis on va devenir, dans les années 70, il y avait 3 milliards de dollars, c'était énorme à l'époque. Puis ils ont dit, bon, ben, on va croître. Puis là, il y a des gens qui ont dit, ben non, si vous sortez les caisses populaires du Québec puis qui deviennent majoritaires, ben, ils vont déménager la centrale en Ontario, puis on va reperdre le contrôle. Donc, ils ont dit non, on garde ça. Puis la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, s'étendre dans le reste du Canada, c'est qu'il y avait toute une série de caisses qui avaient carrément quitté le mouvement. On dit, on va quitter le mouvement, on va rester au Québec, puis vous faites ce que vous voudrez. Là, ils ont dit, on ne fera pas ça, on va perdre peut-être 50-60%. Alors, ils les ont arrêtés. Puis ça, ils se sont dit, s'ils refont ça, ben là, effectivement, on ne pourra pas transformer en banque. Mais vous savez, tout est mensonger dans le système financier, dans le système bancaire. Puis ce qui se passe présentement. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de le faire par la porte d'en arrière? C'est ce que je dis. Oui. C'est ça que je dis. Ouais. C'est ça qui a pu être fait. Puis les caisses populaires, les petites caisses populaires, c'est-à-dire ma caisse à moi, ont tendance à se regrouper. Tout le monde s'en est aperçu. Là, ils passent de 4 caisses à 3.
ils ferment les guichets automatiques. Ils ferment les guichets automatiques. Ça, c'est grave parce que dans les villages, les gens sont obligés de faire 50-60 km pour aller à la prochaine caisse populaire, puis ils voient que ça se dégrade petit à petit. Ça, c'est la tentative de se débarrasser de la monnaie. En passant, un détail intéressant, en Suisse, ils ont fait un référendum puis, pour interdire au gouvernement de faire disparaître la monnaie. Parce que s'ils font disparaître la monnaie physique, les piastres, puis mais moi, M. Dantel, je ne comprends pas la logique pour les caisses de fermer fermer les guichets automatiques dans les villages partout, parce que leur but au départ, c'est de rendre un service, et on a l'impression que les caisses populaires, les banques ne rendent pas de service dans les villages, donc il faudrait que les caisses populaires fassent comme les banques, pas rendre le service là où les banques ne rendent pas de service. Les caisses populaires sont encore sous contrôle des déposants. Mon père faisait partie du comité de surveillance, puis il était traité aux petits oignons par la caisse où il faisait ça, parce qu'il avait peur qu'ils leur mettent des bâtons dans les roues, parce que les autres, ils ne veulent pas avoir de problème. Alors, il était reçu avec des scampi, puis du homard, puis il donnait la permission. Puis quand ils ont fait le truc dans les années 60 pour aller au Canada, ce sont les gens de la population qui ont été aux assemblées générales, puis ont dit non, vous ne ferez pas ça. Alors, les caisses populaires sont encore supérieures aux autres banques, mais ils sont en compétition. Puis quand vous ouvrez parce qu'il ne faut pas oublier que les villages continuent c'est des villages de vieux, beaucoup de villages de vieux. Alors, ça commence à se détériorer, leur base économique a diminué. Enfin, c'est le phénomène de l'urbanisation, de la dénatalité, enfin, on connaît tout ça. Alors, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'ils sont obligés de dépenser de l'argent pour donner le service dans les villages que les banques ne donnent pas. Alors là, ils sont en compétition. Fait que là, ils se trouvaient à se tirer dans le pied. Fait que là, évidemment, le système des caisses populaires a été mis en place contre le système des banques pour nous débarrasser des voleurs qui nous volaient. Ils mettaient des taux d'intérêt qui n'avaient rien à faire avec ce que ça leur coûtait. Je l'ai expliqué la semaine passée, les banques, c'est un système de voleurs. Alors, puis les gens ne se rendent pas compte, puis ils ne croient même pas. Qu'est-ce que je disais l'autre jour, puis que je répète, c'est la vérité pure. Les banques, les dépôts peuvent être volés par les banques d'importance systémique. Et au Canada, les banques d'importance systémique, je vais les nommer, c'est pas compliqué, c'est ça la réalité. C'est la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque de Montréal, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Royale, puis la CIBC. C'est ça les 5 grandes banques systémiques. La 6e est une banque presque uniquement québécoise, qui est la Banque nationale, mais elle est plusieurs fois plus petite que la 5e. Alors, les banques d'importance systémique, ça pourrait inclure la Banque nationale s'il y a un problème. Ça va inclure en tout cas toutes les banques qui pourraient déclencher un problème généralisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à votre argent. Quand il y a ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire que les gens, parce que je l'expliquais la semaine passée, les banques se tiennent toutes l'une l'autre. Ils se passent l'une l'autre, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système qui est contrôlé par la Banque centrale qui, elle, n'a pas affaire au public, sauf pour imprimer des dollars en papier puis des pièces de monnaie. Alors, les banques, comme elles sont toutes en réseau, fonctionnent en réseau, c'est ça, c'est comment il faut dire ça. Alors, ils ont s'il y en a une qui saute, la deuxième saute parce qu'ils doivent tous de l'argent. Bon, alors pour éviter que ça se produise, la Banque centrale imprime de l'argent puis change les taux d'intérêt pour essayer de faire survivre. Mais qu'est-ce que vous faites si les plus grosses banques s'effondrent? Bien là, les petites banques, c'est sûr qu'elles vont s'effondrer. Alors, c'est pour ça qu'ils font ça, qu'ils trichent, qu'ils vont chercher les dépôts des gens pour sauver. Parce que n'oubliez pas qu'en 2007-2008, c'est de l'argent qui venait des gouvernements centraux, partout dans le monde, qui ont sauvé les banques. C'est qui les gouvernements centraux? C'est vous et moi. Les gouvernements, ce sont des parasites. Ils ne produisent rien. C'est des services qu'ils rendent. Ils ne produisent pas des choses à profit. Vous ne verrez jamais le gouvernement dire on a fait des profits cette année. Ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent faire des surplus. Ce n'est pas des profits. Hydro-Québec, qui est une entreprise parapublique, la Régie des alcools, eux autres, ils font des profits. Ils ont un bilan, ils font des profits. Les compagnies privées font des profits. Le gouvernement, tout ce qu'il fait, il va chercher de l'argent là où il est, excusez-moi, les profits là où il est produit, c'est-à-dire chez les individus, dans les familles. On finit par payer ces sauvetages de l'institution financière. On le paye soit par l'inflation, soit par des impôts. On le paye quelque part. Là.
C'est toujours nous qui payons. C'est ceux qui produisent les profits. Quand les gens, puis ce qui se passe aujourd'hui, il y a un phénomène, mais là c'est plus général, c'est que comme les gouvernements ont des centaines de milliards de dollars parce qu'ils vont chercher de l'argent partout dans l'économie, alors les gens se disent, si on a besoin de quelque chose, on demande au gouvernement. Non, c'est vous qui êtes censé le faire. Le gouvernement n'est là que pour construire des routes, pour des écoles, pour des universités, enfin pour des trucs qui sont généralisés pour le long terme. C'est ça qu'ils sont censés faire, les gouvernements, payer de Pont-Champlain, etc. Mais ce sont les individus qui créent la richesse. Puis quand vous avez une concentration énorme d'argent dans les mains d'un système comme le gouvernement, qui est contrôlé en démocratie, supposément par les députés élus qui ne comprennent rien à la finance, alors ce qui se passe, c'est que les groupes d'intérêt ont intérêt à prendre le contrôle du gouvernement, notamment les milliardaires, puis les banquiers, etc. Ils prennent le contrôle du gouvernement, puis ils siphonnent l'argent pour faire de l'argent. C'est ce qui se passe présentement avec le système de l'inflation. Les gouvernements, c'est pas vrai qu'ils veulent éliminer l'hyperinflation. Parce qu'il y a trois façons de payer la dette. Soit augmenter les taxes, augmenter les taxes pour payer la dette, bien là, vous perdez le pouvoir immédiatement. C'est bing comme ça. Deuxième des façons, c'est ce qu'on a fait depuis 2 siècles et demi, depuis le début de la révolution industrielle, puis même avant, c'est que c'est par la croissance. Si vous avez $1 milliard et que vous avez une dette d'1 milliard de dollars, vous devez 100% de votre PIB à quelqu'un. Si vous doublez votre PIB, qui tombe à 2 milliards de dollars, votre dette est rendue à 50%. Puis si vous arrivez à 4 milliards, c'était par la croissance qu'on payait la dette. Mais aujourd'hui, la croissance est devenue presque impossible, sauf dans certains secteurs, parce que l'environnement ne peut plus le prendre. L'environnement ne peut plus fournir le QI. À propos de PIB, M. Nantel, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi l'importance du Crédit Suisse et des banques suisses? Ben, Crédit Suisse a été racheté par UBS, l'Union des banques suisses, et l'Union des banques suisses, avec Crédit Suisse, l'actif des banques fusionnées va représenter 2 fois le produit national brut de la Suisse. Non, c'est ça. Il y a plein de banques. Oui, parce que c'est sûr que c'est important, c'est très important pour la Suisse, même si ce n'est pas au niveau mondial. Ouais. Comme je vous disais tantôt, en 2007-2008, ils ont sauvé les banques avec le gouvernement qui a dit c'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer si les banques ne paient pas. Alors, le gouvernement a pris votre argent, parce que c'est ça que je vous dis. Le gouvernement, c'est un parasite. Il vient chercher l'argent, le profit, là, oui, puis il le redistribue. Alors, quand le gouvernement donne sa garantie, comme en 2007-2008, c'est vous qui payez. Maintenant, ça s'appelle un bail-out. L'argent, il vient de l'extérieur. Ce qui s'appelle un bail-in, parce que là, les gouvernements, avec les taux d'endettement qu'ils ont, ne peuvent plus garantir, parce que les dettes ont gonflé, parce que les taux d'intérêt sont à 0. Alors, les dettes sont devenues encore plus grosses qu'en 2007-2008. Alors, le gouvernement a dit non. Là, on n'aidera pas les banques à se sauver s'il y a une nouvelle crise. Ça va être un bail-in. Ça, c'est ce que je disais tantôt. Ils vont saisir vos dépôts. Et encore une fois, vous payez. C'est vous qui payez. Alors, on voudrait que ce soit les actionnaires aussi qui payent, mais je veux dire que c'est jamais les actionnaires. Fait que c'est pour ça que le gouvernement, en 2008, il aurait eu le beau jeu de nationaliser les banques, de faire le ménage. C'est parce que ce qui se passe dans les banques, là, c'est hermétique. Les banques ne dévoilent pas tout au gouvernement. Là, je veux dire, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Hein. Écoutez, je vais me dire un affaire qui est très drôle. Alan Greenspan, Alan Greenspan, il a été président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, de 1987 à 2006. Puis le gars, il a déjà dit, il a dit, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est parce que je me suis mal exprimé. Bon. Puis il n'a pas dit ça, il n'a pas déparlé. Il trouvait ça drôle de dire ça. Alan Greenspan a été considéré pendant des décennies comme le gourou, le gars qui était le génie. Et quand il a eu démissionné, depuis qu'il a démissionné, il passe son temps à s'excuser pour ce qu'il a fait. Fait que justement, on n'a pas compris du tout ce qu'il avait fait. Mais je veux dire, il a été considéré comme le sauveur du système économique. Et finalement, depuis qu'il a pris sa retraite, il n'arrête pas de s'excuser de ce qu'il avait fait. Il a même dit qu'il avait fait comme Mao Tse-tung,
c'est ce que les Chinois disent de Mao Tse-tung. Il dit, j'ai fait 70% de bonnes choses puis 30% d'erreurs. Ben oui, mais ton 30% d'erreurs, c'est pas le pourcentage d'erreurs qui est important, c'est la taille des erreurs. Ouais. Les erreurs qu'il a faites sont énormes. Puis là, c'est qu'ils ont laissé aller le système sans contrôle. C'est sur Reagan. Reagan, il voulait tout enlever toutes les règles puis les règlements. Puis il l'a fait à grande échelle, ce qui fait que les banques ont commencé à faire n'importe quoi. Puis là, ce qui est arrivé en 2007-2008, le gouvernement a sauvé les banques sans rien exiger en retour, sans poursuivre ceux qui étaient responsables de la crise. Alors, ils ont recommencé. Ils ont fait semblant de changer les règlements. Ils ont changé des petits, mais c'est quasiment rien. Ils ont recommencé à faire exactement comme avant. Puis après 2007-2008, les bonus de fin d'année, là, ils ont recommencé à donner ça aux banquiers qui faisaient de l'argent. L'idée, c'est faire de l'argent. Si jamais il y a un problème, le gouvernement va payer. Ça, c'est privatiser les profits et mutualiser les pertes. Alors, c'est la population qui paye. Puis là, c'est vers ça c'est ça qu'on a. Puis comme ils n'ont pas puni personne pour des vols, les fraudes. Il y en a un, c'est Madoff, mais ça, c'était une fraude, une vraie fraude. C'était pas les banques. Puis, M. Nantel, on a l'impression que les règlements, après 2008, il dit on resserre les contrôles. On a l'impression que c'est le contraire, qu'ils ont desserré les contrôles. Je ne comprends pas. Ce que je vous ai dit tantôt, la citation d'Alan Greenspan, Alan Greenspan, il n'a pas dit ça. C'est Alan Greenspan. Il n'a pas dit ça parce qu'il a déparlé. Il l'a répété à plusieurs reprises parce qu'il trouvait ça drôle. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. C'est qu'il le disait lui-même, il faut garder ça sombre, que les gens ne comprennent rien de ce qu'on fait. La population ne comprend pas, puis les gouvernements non plus. Les députés là, à l'Assemblée nationale, la majorité, c'est des avocats, des gens qui n'ont pas de formation. Puis quand ils sont reçus par des banquiers, ben là, c'est comme avec mon père. Là. Une grosse récession. Il y a l'impression de par le décor, le luxe et tout. Oui. Messieurs, oui. Terminez, M. Nantel, puis on va aborder un dernier sujet pour terminer l'émission. Ouais. Allez-y. Je veux juste dire une chose. Je pense que je ne l'ai pas dit tantôt. En 2007-2008, tout le système a sauté parce que ça a monté à 5,25% en août 2007, les taux d'intérêt. Eh bien, aujourd'hui, depuis hier, ça a monté à 5 5 c'est à côté de 5,25 Et l'endettement mondial est gigantesque dans tous les domaines. On parle du gouvernement fédéral américain, plus 31,4 trillions. Ça, c'est le gouvernement fédéral. Vous avez les dettes des États, les dettes dans les villes. Les villes américaines sont sur le bord de Vous avez les dettes privées, les dettes d'automobile, les prêts étudiants. Vous avez la dette, moi j'appelle ça la dette environnementale. Puis il y a une autre dette encore plus importante, c'est la dette qu'on n'a pas réparé. Les baby boomers, là, ils n'ont pas réparé les infrastructures. Alors, dans le temps de Trump, il disait qu'il y avait 4 trillions de dollars à dépenser pour remettre les infrastructures en état. Puis là, récemment, ils ont dit 2,6. Moi, je n'ai jamais entendu parler qu'ils avaient dépensé 1,4 trillion de dollars pour commencer à... Ils en ont dépensé. Mais les dettes qu'on a sont dans tous les domaines. On n'a pas fait assez d'enfants. Une autre dette extrêmement importante, c'est tout ce qu'on appelle en anglais les unfunded liabilities, c'est-à-dire l'argent que vous allez être obligé de payer dans le futur, mais vous n'avez pas ramassé d'argent pour les payer. Le meilleur exemple, ce sont les pensions. Les pensions sont payées par les gens qui travaillent, puis données aux gens qui ne travaillent plus. Ben, les gens qui ne travaillent plus sont de plus en plus nombreux. Monsieur Nantel, c'est un sujet en soi, les pensions, on reviendra non, mais ce que je veux dire, là, je parle des dettes. Prochaine émission. Oui, la somme des dettes est astronomique, puis augmenter le taux d'intérêt, ça fait que les versements d'intérêt deviennent extraordinaires et vont paralyser complètement l'économie. Par contre, c'est pour ça que je vais finir avec ça, l'hyperinflation. Vous avez 3 façons de payer la dette, augmenter les taxes, perdre le pouvoir. Oui. La croissance n'est plus possible à cause de l'environnement et l'hyperinflation. Alors, les gouvernements, là, ils ne sont pas contre l'hyperinflation. Parce que c'est l'hyperinflation qui va payer la dette. C'est ce que je disais tantôt. Là. Si vous avez 1 milliard de dettes et vous imprimez 2 fois plus d'argent, ben bon. Mais le résultat de ça, qui paie
quand il y a de l'hyperinflation, ben c'est vous qui allez payer votre pain. Encore là, à un moment donné, peut-être que l'inflation est comme, dans un premier temps, plus facile à accepter que l'augmentation des impôts. Mais à moyen terme, si l'inflation se maintient puis continue à augmenter, ça va être le même résultat. Il va y avoir une révolution. Ben oui, ben oui. Je vais dire une dernière chose. Rapidement, M. Nantel, oui. Comment est-ce qu'il s'appelait? L'économiste, le monétariste, j'oublie pas son nom, il a dit, c'est un des plus célèbres, Milton Friedman. Milton Friedman a dit, l'inflation, c'est toujours une augmentation du nombre de dollars imprimés. Alors, quand ils vous disent l'hyperinflation, les gens, ils pensent que c'est comme une tempête de grêle, quelque chose qui vient de la nature. Non, ça vient des êtres humains qui ont imprimé de l'argent comme des fous depuis 40 ans. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nantel. C'était très intéressant. Je ne sais pas de quoi qu'on parle. Oui, un dernier sujet, Luc, si tu le veux bien, parce que je veux entendre vos deux. Je veux t'entendre, Luc, là-dessus. Je veux entendre M. Nantel. Parce que j'ai parlé, on va avoir la semaine prochaine des banquiers, une banquière de Suisse qui va venir nous parler. Et il y a quelqu'un dans mes collaborateurs qui m'a attiré mon attention justement sur le prix de l'or aujourd'hui par rapport en dollars américains. Et juste pour vous dire qu'en 70, le dollar américain était adossé au prix de l'or et tu avais un once d'or pour 35 $. Et aujourd'hui, on est rendu à 2000. Et regardez le graphique ici qui prévoit là que comment le dollar américain, là, on le voit avec l'or, comment il va perdre rapidement de la valeur. Et on comprend pourquoi aussi la Chine, la Russie et d'autres pays qui ont vu venir le coup se sont accumulés des quantités d'or énormes parce que face au l'effondrement du dollar américain, regardez aujourd'hui, là, 2000 $ environ pour faire un chiffron pour avoir un once d'or. Donc, regardez votre bague que vous avez dans le doigt, là, puis elle commence à prendre de la valeur. Alors, par exemple, la chose qui est stable, il faut le comprendre. Évidemment que l'or augmente vraiment, mais c'est l'or qui est le vrai objet qui ne bouge pas de valeur. Quand vous dites que c'était 35 $, moi, quand je travaillais, on cherchait de l'or. Hein. J'ai cherché de l'or. D'ailleurs, on a trouvé sur une mine en Abitibi. Il était à 300, 290, 300. Puis quand le prix de l'or montait, ben là, il relançait, puis ça nous donnait du travail. Puis quand il baissait trop, ben là, on n'avait plus de travail parce qu'on ne cherchait plus de mine. Alors, ce qui est stable, évidemment, ça monte l'or un peu parce qu'on en découvre plus, puis depuis, on commence à l'utiliser. 80% de l'or ramassé dans le monde, ça va dans des voûtes. Ça coûte cher aller chercher de l'or. La ville de Val-d'Or produisait, je pense, c'était une brique d'or par semaine. Il n'y a pas beaucoup d'or dans le monde. La totalité de l'or ramassé depuis les Égyptiens, ça fait 60 mètres par 60 mètres par 60 mètres. C'est pas beaucoup. Alors, l'or, c'est ce qui est stable. Le 2000 $ qu'on a présentement, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'hyperinflation, c'est le dollar américain dont la valeur baisse. Et comme disait Voltaire et beaucoup d'autres, tout ce qui est pas réel, toutes les monnaies qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire les monnaies de papier, finissent toujours par redescendre à leur valeur véritable, c'est-à-dire zéro, parce que c'est du papier. Et puis là-dessus, là, quand on fait le tour de l'histoire américaine des dernières décennies, comment ils ont abusé de ce privilège-là, ben on va assister à la fin de ce grand privilège-là. J'invite les gens à écouter la semaine prochaine le journal du soir du jeudi. On va avoir Éric Guay qui va parler justement des mines d'or au Québec. On a parlé hier des mines de graphite. Et là, la semaine prochaine, on va parler des mines d'or. Qu'est-ce qui se passe avec les mines d'or? Puis où on est rendu avec ça? Là, on a des conséquences écologiques énormes à extraire l'or du minerai qui est de plus en plus pauvre. Là. Fait qu'on est obligé d'utiliser. Oui. Mais la montée de l'or vers 2000 $, si le dollar américain tombe à zéro, eh bien, c'est l'infini. Là. Évidemment que ça ne sera pas. Oui, mais monsieur Nantel, c'est ça, là. C'est ça. Ça ne sera plus libellé en dollars américains. Le problème, à un moment donné, c'est ça pourquoi ils mettaient le dollar le dollar américain appuyé sur l'or, c'est que c'est l'or qui a de la valeur. À un moment donné, les gens disent combien ça vaut une once d'or?
C'est ça la base. C'est parfait, M. Nantel. On vous remercie beaucoup d'avoir. En tout cas, sur la situation des banques, c'était très intéressant. Carl, oui, moi, en fin de semaine, on va avoir Bernard Monod, l'ancien eurodéputé économiste. Bernard Monod qui va venir à mon émission dimanche nous expliquer un peu effectivement là, tout le branle-bas de combat qu'on a au niveau financier. Lui avait prédit lors de ma dernière entrevue et avec son livre que le taux d'inflation allait monter dans les 2 chiffres. Et là, on y est. Nous y sommes. Et on va analyser ça avec Monsieur Monod. Puis, à pas oublier non plus, on est en plein production dans les studios de l'entrevue qu'on a eue avec le colonel Douglas McGregor et le professeur politicologue Éric Dénessé. On a aussi la participation du général Dominique Delawarde. On est en train de produire l'émission. On sort une version française qui est quasiment prête. Elle va se terminer ce soir. Et on est en train de travailler la version anglaise parce que le colonel McGregor, lui, va avoir sa version qui va publier aux États-Unis. Alors, imaginez, chers auditeurs, la vidéo de Radio Infocité va rouler sur les sites du colonel McGregor. Donc, ça va être très intéressant à suivre. On commence à avoir de l'ampleur. Oui, c'est l'accent d'Amérique. Pour les Américains, c'est très exotique de venir faire une entrevue en français. Le Québec accueille la France et les États-Unis. Vous allez voir ça. Là, ils vont tous venir se réfugier ici. Les patriotes, ils vont venir se réfugier au Québec. Oui, les États-Unis qui nous lient par la géographie et la France qui nous lie par la culture à ne pas manquer. Par le cœur. Et par le cœur, effectivement. Alors, je te laisse terminer.